Nous sommes en direct. Bravo. OK. Ouais. Bonjour tout le monde. On va commencer tout de suite maintenant. Alors, moi, je m'appelle Adam Young. Je travaille ici comme le coordinateur de la Semaine par l'énergie. Nous avons toute notre diffusion en direct avec Explore Investigator Path. C'est tout à cause de notre Semaine de par l'énergie. Alors, aujourd'hui, on va parler sur l'hydroélectricité, une des plus grandes sources énergétiques du Canada. Alors, pour aujourd'hui, je vais introduire Marie-Pierre Mathieu, pas l'artiste comme ça. Marie-Pierre Mathieu est guide animatrice pour Hydro-Québec à la centrale hydroélectrique de Beauharnois depuis février 2017. Lors des visites guidées à la centrale de Beauharnois, elle permet aux visiteurs d'entrer au cœur de la production d'électricité au Québec dans une des plus grandes centrales du monde. Elle est présentement étudiante au baccalauréat en administration des affaires au HEC à Montréal. Alors, Marie-Pierre, tu peux commencer comme tu veux. Parfait. Est-ce que tu m'entends? Oui, un thumbs up? Oui, on a besoin. Donc, mon nom est Marie-Pierre Mathieu. Je suis guide animatrice, comme on l'a dit, à la centrale de Beauharnois. Donc, elle est ouverte au public. Donc, si jamais là, vous désirez venir la visiter, vous êtes les bienvenus à rentrer parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait les sources d'énergie en Amérique du Nord et leur impact là, sur l'environnement. Donc, je vais vous expliquer un peu plus là, sur l'hydroélectricité. J'ai une présentation PowerPoint, donc je vais vous la présenter là, à l'instant. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Oui, c'est correct. Oui, parfait. Donc, en fait, ici, là, au Québec, la source avec laquelle on produit le plus d'électricité, c'est avec l'eau. Donc, vous voyez là sur la carte que je vous présente présentement à l'écran, on voit très bien les États-Unis, le Canada et notre belle province, là, le Québec. Donc, tous les points bleus que vous voyez à l'écran sont des centrales où on produit de l'électricité à l'aide de l'eau. Et plus le point est gros, plus la production d'électricité est importante. Aussi, là, ici au Québec, on produit de l'électricité à l'aide d'une ressource qui est naturelle. Je vais vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement, mais je peux commencer par vous expliquer un peu les avantages et les désavantages de produire de l'électricité avec de l'eau. Pour ce qui est des avantages, en fait, il s'agit d'une énergie qui est renouvelable, qui est disponible toute l'année. La technologie, elle est bien maîtrisée. Aussi, on a un très bon rendement en produisant de l'électricité avec de l'eau. Puis, les installations sont de longue durée. Pour ce qui est, par contre, des désavantages, parce que toute forme de production d'électricité apporte certains désavantages. En fait, on parle là, de l'impact sur le paysage quand on vient construire un barrage ou une centrale. On peut venir là, déranger le paysage et l'environnement. Aussi, ça dépend des conditions météorologiques. Aussi, les installations doivent s'adapter à chaque site. Puis, c'est pas toujours conciliable avec l'écosystème. Au Québec, on a 62 centrales hydroélectriques. Donc, il y a 62 endroits où on produit de l'électricité, mais on a deux types de centrales. On a les centrales au fil de l'eau. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, c'est la centrale de Beauharnois où je suis guide animatrice. Donc, une centrale au fil de l'eau, c'est une centrale qui est située là, à même un cours d'eau, donc directement là, sur le cours d'eau. Puis, la production d'électricité dépend du débit de la rivière. Si on a un bon débit, tant mieux, on peut produire beaucoup d'électricité. Lorsqu'on a un moins bon débit, on a moins de production d'électricité. Le deuxième type, c'est les centrales à réservoir. Ici, là, vous voyez, on a un grand mur de béton. On appelle ça un barrage. Il faut vraiment faire la distinction entre c'est quoi un barrage et c'est quoi une centrale. Donc, le barrage, c'est le gros mur que vous voyez juste en face de vous, ici. Puis, on a là, la centrale qui est juste un petit peu en bas de votre écran, là, à la droite, où on produit l'électricité. Donc, le grand avantage avec une centrale à réservoir, c'est qu'on peut venir accumuler de l'eau.
Contrairement à une centrale au fil de l'eau, une centrale à réservoir a là, un immense bassin où nous avons la possibilité d'accumuler de l'eau. Cette possibilité de stocker l'énergie potentielle pour plus tard nous permettre d'intégrer une autre type d'énergie à notre parc de production, les énergies éoliennes. Je ne sais pas si tout le monde a une idée c'est quoi une éolienne, mais en fait, une éolienne, c'est produit avec le vent. Une éolienne, par contre, est une énergie qui est dite intermittente car elle fonctionne environ 30% du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne vendent pas tout le temps. Quand le vent est au rendez-vous, tant mieux, on peut produire de l'électricité avec nos éoliennes. Mais par contre, quand ils ne vendent pas, on ne peut pas les utiliser. Quand ils vendent, on peut les utiliser et durant ce temps-là, on peut arrêter la production de nos centrales à réservoir. Ce qu'on ne peut pas faire avec nos centrales au fil de l'eau parce que l'eau doit passer quelque part. Donc, lorsque le vent est au rendez-vous, nous, on peut profiter du vent pour arrêter nos groupes turbines alternateurs de nos centrales à réservoir. Et pendant que les mégawatts éoliens sont produits, l'eau s'accumule dans le réservoir et de cette façon, nous pourrons utiliser l'eau qui a été stockée lorsqu'il y aura moins de vent. C'est donc deux types d'énergie qu'on dit complémentaires. Par contre, les centrales hydroélectriques et les éoliennes ont une importante caractéristique commune. Elles sont des énergies, en fait, qui sont propres et qui sont renouvelables. Qu'est-ce qu'une énergie propre? Qu'est-ce qui est une énergie renouvelable? Une énergie qui est dite renouvelable, on peut le voir un peu avec le cycle de l'eau, c'est que l'eau se renouvelle constamment dans la nature. En fait, par le cycle de l'eau, on entend les transferts d'eau continuels qui s'opèrent entre les grands réservoirs d'eau à l'état liquide. On parle là océans, fleuves, rivières, lacs, nappes souterraines, solides, les glaciers, et l'état gazeux, l'atmosphère. Donc, le moteur du cycle de l'eau est le soleil, dont la chaleur entraîne l'évaporation de l'eau. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère où elle se condense sur des particules en suspension pour former les nuages. Puis, les gouttelettes et les cristaux qui forment les nuages s'amalgament et s'alourdissent progressivement pour retomber au sol sous forme de pluie ou de neige. Une bonne partie de cette eau retourne dans les océans en passant par les rivières et le fleuve, et c'est ainsi que le cycle recommence. Donc, l'eau se renouvelle constamment. On dit aussi que l'eau est une ressource qui est propre. En fait, la production d'électricité avec l'hydroélectricité, c'est propre parce que l'eau, lorsqu'elle rentre dans la centrale pour produire de l'électricité, elle n'est pas transformée. Elle est exactement la même lorsqu'elle ressort de la centrale du même moment qu'elle rentre et qu'elle sort. Nous avons seulement utilisé sa force motrice pour produire de l'électricité. Donc ici, on voit là, la production d'un vrai groupe turbine alternateur. Donc, c'est comme si j'avais pris la centrale de Beauharnois ou une toute autre centrale et que je viens la couper en deux. Donc, c'est comme si je prends un gâteau et je la coupe pour venir voir l'intérieur. Au numéro 1, on voit, c'est ici l'entrée d'eau. Donc, l'eau rentre, s'en va ici dans la conduite forcée. Puis, donc, elle prend énormément de vitesse dans sa descente. C'est comme une glissade d'eau. Plus les glissades d'eau sont hautes, plus l'eau va vite, plus on descend vite. Mais ici, c'est le même principe. L'eau prend énormément de vitesse dans sa descente, vient faire le tour de la turbine, puis ressort là, dans l'aspirateur, puis dans le canal de fuite au numéro 3. Donc, chaque gouttelette qui part d'en haut ressort là, au numéro 3. C'est pour ça qu'on dit là, que c'est de l'énergie qui est propre parce qu'elle n'a pas été transformée du tout. On utilise seulement sa force motrice parce que l'eau en descendant, elle est puissante pour venir frapper là, notre turbine juste ici. Puis la production d'électricité se fait au niveau ici, au niveau de l'alternateur qui comprend le rotor ici et le stator. Il y a aussi d'autres sources d'énergie qu'on produit en Amérique du Nord. Pardon. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, est-ce que ça va? On a juste une autre classe, alors c'est correct. Il y a une autre classe? Ouais? Oui. Oui. Parfait.
Aussi, là, si vous avez des questions tout au long de la présentation, juste les noter parce qu'il va y avoir une partie là, pour répondre aux questions. Donc, s'il y a des choses que je passe rapidement ou qui n'est pas trop clair, juste me le faire signe. C'est bon? Oui, c'est correct, c'est le temps. Parfait. Je vais juste repartir le PowerPoint. Et donc, ici, on a aussi, en fait, là, de l'énergie qui est nucléaire qu'on produit en Amérique du Nord. Donc, l'énergie nucléaire, là, on utilise l'uranium, un métal radioactif, comme combustible pour produire de l'électricité. Pour créer de l'électricité, l'énergie libérée lors de réactions de fission nucléaire des noyaux atomiques. Par contre, là, si vous regardez au Québec, on n'a pas de point rouge. Donc, on n'a aucune production là, au niveau nucléaire. C'est beaucoup plus aux États-Unis qu'on peut retrouver cette source d'énergie. Les avantages, c'est qu'il y a une grande puissance, peu d'émissions de CO2. C'est disponible là, toute l'année. C'est pas cher à produire. Mais ça entraîne aussi là, des désavantages. Ça a un rendement faible parce qu'il y a beaucoup de pertes en énergie. Il y a aussi des conséquences en cas d'accident parce que on utilise la radioactivité. Aussi, il y a des problèmes de gestion des déchets nucléaires. Aussi, il y a des coûts d'installation, d'entretien et de démantèlement. Puis, la ressource en uranium, elle est limitée. Pour ce qui est aussi on a le gaz naturel. Donc, les points qui sont en blanc, là, vous voyez, c'est où est-ce qu'on produit de l'électricité à l'aide du gaz naturel, qui est un gaz fossile. Aussi, les points en gris sont le pétrole. Puis, le charbon sont les gaz en noir. Ce sont des matières, en fait, qu'on trouve au sous-sol de la Terre. On dit qu'ils sont d'excellents carburants, car ils brûlent très bien. On utilise là, du dégagement de la chaleur pour faire tourner là, les turbines. Les avantages des énergies qui sont dites fossiles, on parle de technologies bien maîtrisées, de bon rendement en moyenne. C'est disponible aussi toute l'année. C'est facilement stockable et déplaçable. Les désavantages, par contre, c'est non renouvelable. C'est des ressources qui sont dites limitées, puis c'est très polluant. Les installations aussi ont des durées de vie très limitées. Les éoliennes, comme j'en avais parlé un petit peu, donc eux, c'est les points qui sont en vert sur notre carte. Les éoliennes, on dit que souvent que c'est une énergie qui est propre, qui est renouvelable, au même titre que l'hydroélectricité. Par contre, c'est une énergie qui est dite intermittente. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils ne vendent pas tout le temps. Puis, le vent, en fait, c'est de l'air qui se déplace à cause des différences de température, de pression dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas toujours constant. Les avantages avec l'énergie éolienne, c'est de l'énergie qui est renouvelable, qui est disponible toute l'année. Les installations sont démontables, les technologies sont bien maîtrisées. C'est sans déchets et sans risque majeur. Pour ce qui est par contre des désavantages, il y a un impact sur le paysage, le fonctionnement seulement si le vent il souffle, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une énergie qui est dite intermittente. Les installations sont à durée de vie limitée, puis il y a un rendement moyen là, de 20 à 60%. La puissance d'une éolienne, c'est de 2 MW, puis 2 MW, ça correspond là, à environ 1000 maisons. En Amérique du Nord,
c'est très, très, très diversifié. Donc, vous voyez, là, aux États-Unis, on voit des points, beaucoup de différentes couleurs, que ce soit de l'hydroélectricité, du nucléaire, du gaz naturel, du pétrole, du charbon. Mais au Québec, si on regarde, c'est beaucoup plus des points qui sont bleus, qui représentent l'hydroélectricité. Donc, le portrait du Québec est très différent de celui des États-Unis. Au Québec, en fait, à 99%, notre électricité provient de ressources d'énergie qui sont propres, qui sont renouvelables. 97%, c'est en fait l'hydroélectrique. Puis là, je vous parle en fait là, du graphique qui est à droite. Puis les éoliennes, en fait, c'est à 2%. Donc, vous voyez la petite pointe verte. Puis, on a un reste là, de 1%. Nous sommes les plus gros producteurs d'électricité au monde et la situation énergétique au Québec est unique en Amérique du Nord. Dans l'ensemble du Canada, là, 66% de l'énergie est propre et renouvelable, ce qui inclut là, la production du Québec parce qu'on fait partie du Canada. Donc, si on nous enlevait, par exemple, là, la production du Québec, on tomberait à 30% de production d'électricité parce qu'on a un grand impact là, sur le reste du Canada à ce niveau-là. Aux États-Unis, seulement 13% de l'énergie produite est propre et elle est renouvelable. Selon vous, en fait, là, quel est le principal avantage de produire presque en totalité une énergie qui est propre, là, comme l'hydroélectricité? Peut-être que vous y avez pensé, mais en fait, là, c'est le faible taux d'émission de gaz à effet de serre qu'on peut voir juste ici. Donc, comme les centrales électriques au fil de l'eau représentent la filière qui produit le moins de gaz à effet de serre. Donc, ici, on voit des diagrammes. Puis, le premier, à 6, c'est les centrales hydroélectriques au fil de l'eau, qui sont les moins polluants. Les centrales hydroélectriques à réservoir sont au 4e rang, à 17, qui sont un petit peu plus polluants que les centrales au fil de l'eau parce qu'on doit là, faire des plus grosses installations, inonder des territoires, donc déranger un peu plus l'environnement. Quand on analyse là, le taux d'émission de gaz à effet de serre d'un type de centrale, un type de production d'électricité, on analyse le cycle de vie au complet. Donc, en fait, là, la première étape serait l'extraction. Bien, une des étapes, c'est l'extraction des ressources. Donc, si je prends par exemple, l'exemple d'une centrale hydroélectrique, il faut penser à l'extraction des ressources. Donc, dans l'alternateur pour produire de l'électricité, on a besoin du cuivre. Donc, il faut aller chercher le cuivre, ce qui peut produire là, des gaz à effet de serre. Ou si on pense à la fabrication, la transformation, donc la construction des centrales hydroélectriques. Dans le cas d'une centrale à réservoir, on va aussi inonder des forêts, inonder des réservoirs. Donc, ça va aussi là, créer des gaz à effet de serre. Au niveau de la distribution et du transport, les routes qu'on va construire pour accéder aux centrales, les camions qui vont transporter les matériaux d'une centrale à un centre de distribution. Donc, ça aussi, ça vient là, causer des gaz à effet de serre. Aussi, il faut penser à l'utilisation de la consommation. Donc, quand on est à la maison, on consomme de l'électricité, c'est sûr que ça vient causer là, certains gaz à effet de serre. Puis aussi, il faut penser là, à la fin de vie. Donc, la fin d'un groupe turbine alternateur, qu'est-ce qu'on fait avec les pièces en réusinage, c'est quoi qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, il faut tout évaluer, le cycle de vie de la production là, pour savoir à quel niveau on peut analyser là, les gaz à effet de serre. Par contre, là, par exemple, pour l'extraction d'une usine pour produire avec du charbon, il faut aller extraire là, le charbon et ça constamment. Donc, ça vient produire là, beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'une centrale au fil de l'eau, une centrale hydroélectrique, parce que si on regarde, là, c'est 70 fois moins qu'une centrale thermique. Donc, une centrale thermique, là, ça produit 70 fois plus de gaz à effet de serre. Si on regarde pour les gaz naturels, c'est 50 fois. Puis le solaire photovoltaïque, c'est 5 fois. Donc,
les filières hydroélectriques, là, c'est beaucoup moins polluant à ce niveau-là. Donc, c'est une réalité là, toute autre qu'au Québec, là, comme on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'ailleurs en Amérique du Nord. Ici, par contre, au Québec, on a une autre problématique. Ça ne se situe pas au niveau de l'électricité, mais en fait, au secteur du transport. Donc, si vous regardez ici mon diagramme de sources des émissions de gaz à effet de serre, on voit que le niveau des transports, vous voyez la grande pointe de tête, c'est 43% des gaz à effet de serre sont liés au secteur des transports. Puis, si on regarde l'électricité, c'est moins de 1%. Habituellement, là, produire de l'électricité, c'est un petit peu plus polluant que ça. Si on regarde au Canada, c'est une moyenne de 14%. Aux États-Unis, c'est 40%. Et le reste du monde, c'est 40%. Donc, c'est vraiment pas une norme de produire là, moins de 1% des gaz à effet de serre pour produire de l'électricité. Donc, on doit être fiers de produire de l'énergie qui est propre, qui est renouvelable à l'aide de nos centrales là, au fil de l'eau. Au hydroélectrique. Puis on se dit pourquoi pas peut-être intégrer l'électricité au secteur des transports. Et c'est pourquoi, en fait, Hydroélectrique là, a décidé de s'impliquer pour l'électrification des transports que vous voyez ici. Vous avez sûrement déjà vu là, un véhicule électrique ou peut-être une borne parce qu'on a beaucoup de bornes ici au Québec. Donc, Hydro-Québec est partenaire. Il décide de s'impliquer au niveau de son centre de recherche avec l'IREC pour augmenter l'autonomie d'une batterie et la rendre aussi moins nocive. Parce qu'il faut s'entendre, Hydro-Québec, c'est pas un manufacturier de voitures. Par contre, il s'implique là au niveau de la batterie et aussi au niveau du circuit électrique. Donc, vous voyez là, à côté de la voiture, une borne. Donc, Hydro-Québec là, est partenaire pour ces bornes-là. Donc, présentement, là, on en a plus de 1300 au Québec. Est-ce que vous avez des questions? Mais Pierre, c'est bien intéressant. Je vais prendre des questions de chaque classe. Alors, je vais donner probablement au moins une question par chaque classe. Alors, je vais commencer par la classe de Mme Provencher. Est-ce que vous avez une question? Non, merci. Je suis très intéressée. OK. On continue à la classe de M. Harvey. Oh, juste Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous m'entendez? Question ici. Assez, mais... M'entendez-vous? OK. J'entends un petit peu bien. Est-ce que vous m'entendez? Genre... Oui, essayez. Juste à temps, M. Harvey, peut-être tu peux essayer d'inscrire les questions sur notre le babillard aussi, le chat, juste à côté là. OK, je vais faire là-bas, si vous avez une question. Je vais continuer avec... OK, donne-moi un instant. OK, on va continuer avec la classe de Mme Zimmer. Est-ce que vous avez une question là-bas? Oui. OK. Vous pouvez le poser? Oui, bien sûr. On vend l'électricité aux États-Unis au bon marché, mais on achète l'électricité des États-Unis pour beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut gagner l'argent pour soutenir notre économie, mais en même temps garder un bon prix pour les Canadiens? Bonne question. Marie-Pierre. Est-ce qu'on peut répéter la question? On vend l'électricité aux États-Unis au bon marché, mais on achète l'électricité des États-Unis pour beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut gagner l'argent pour soutenir notre économie, mais en même temps garder un bon prix pour les Canadiens?
Mais en fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant par exemple, là, des périodes de pointe faible, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Donc, on peut revendre de l'électricité aux États-Unis, surtout par la centrale de Beauharnois, parce que si vous regardiez sur une map, la centrale de Beauharnois se situe très, très, très proche des États-Unis. Donc, on peut facilement faire de l'exportation. Donc, en période là, où on n'en a pas besoin, on peut la revendre. Par contre, des fois, en période creuse, où nous, on a énormément une forte demande, comme par exemple en hiver, quand il fait très, très froid, puis que tous les Québécois, on a besoin, ou les Canadiens ont besoin d'électricité, comme quand on fait les bains, on fait à manger, la demande d'électricité demande. Et des fois, au Québec, on n'a pas l'énergie, les ressources nécessaires pour répondre à cette demande-là. Donc, il faut aller là, acheter l'électricité aux États-Unis et parfois, il faut la payer au plein prix. Donc, le grand avantage, ça serait d'économiser, ça serait de demander aux gens de ne pas utiliser l'électricité en forte pointe. Donc, par exemple, là, quand tous les gens, là, justement, ils reviennent de la maison, puis de pas partir, par exemple, une brassée de sécheuse ou une brassée de lavage. Donc, de réduire là, la demande en électricité lors des fortes demandes. Comme ça, pour nous, pour les Canadiens, ça nous empêcherait d'aller acheter l'électricité à un fort prix aux États-Unis. Et comme ça, on va pouvoir, là, pendant les demandes moins élevées, pouvoir les revendre et nous faire plus d'argent. Comme ça, notre économie à nous va augmenter. Est-ce que ça répondait à la question? OK. C'est Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'aurais le micro. Est-ce qu'il y en a un qui a sa question d'écrit? Je vais me l'amener, Oh, OK. Même pièce, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et je travaille sur une idée de science et de technologie et parfois la technologie ne marche pas. Non, c'est correct. Moi aussi, c'est la première fois que j'utilise ça, fait que c'est correct. On est tous en essai. Est-ce qu'il y a une autre classe qui a une question? Peut-être la classe de Mme Zimmer encore? OK, Emily. Oui, on a. OK. Comment va l'hydroélectricité être affectée si le climat devient plus frais ou plus chaud? C'est une excellente question. En fait, là, dépendamment du type de centrale qu'on a, nous, comme je vous l'avais indiqué, on a 2 types de centrales, au fil de l'eau et à réservoir. La plus grande problématique se retrouve aux centrales au fil de l'eau. Quand par exemple, là, il y a des saisons sèches où ce qu'on a moins d'eau, le niveau peut diminuer et en fait être trop petit pour produire là, à pleine capacité. Donc, il faudra réduire un petit peu notre production. Donc, moins d'eau, moins de production d'électricité. Aussi, là, en hiver, en fait, là, on veut volontairement un couvert de glace. Donc, des fois, on se demande, est-ce qu'on produit même en hiver? Est-ce que l'eau gèle complètement? C'est une bonne question, mais non. En fait, on veut un couvert de glace. Donc, on ralentit la production de nos centrales au fil de l'eau. Comme ça, on fait un petit couvert de glace. L'eau, elle a le temps de geler parce qu'elle va moins dans notre centrale, elle coule moins. Donc, on fait le couvert de glace. Comme ça, l'eau peut passer en dessous pour produire quand même de l'électricité. Aussi, là, des fois, dans l'eau, on retrouve de la sludge, mais on veut que cette sludge-là
aille coller sur notre couvert de glace et non venir endommager là, notre groupe turbine alternateur. Donc, comme ça, on peut continuer à produire de l'électricité. Que c'est bon? Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a des autres questions? C'est Yeah. quoi? C'est quoi ta question? Vite. Allez-y, la classe de Mme Zimmer. Tu peux faire une autre, puis je vais demander la classe de Mme Bork après. No, she just answered it. OK, c'est correct. Okay. Est-ce qu'il y avait encore une de toi que tu voulais poser? Isa, Une autre? c'est ta question? Oui, on a des questions. Vas-y. Excellent. OK. On a encore une question. Oh, mais Madame Zimmer. Comment l'électricité hydroélectrique devait-elle être une source d'énergie renouvelable s'il nuit à l'environnement autour de cela? Elle est tout de même renouvelable, même si elle produit en fait des gaz à effet de serre, elle reste qu'elle est renouvelable dû au cycle de l'eau que je vous ai expliqué. Donc, comme c'est un cycle, l'eau s'évapore et remonte, on va toujours avoir de l'eau. Et sur une même rivière, en fait, souvent, on utilise son plein potentiel. Sur une même rivière, on va venir mettre plusieurs centrales hydroélectriques, une à la suite de l'autre. Donc, la même goutte d'eau passe dans une centrale, puis passe dans une autre, dans une autre, dans une autre. Donc, sur une même rivière, on peut produire de l'électricité 7 fois. Si. Donc, c'est pour ça qu'elle est renouvelable. Merci. La classe de Mme Bork, est-ce que vous avez une question? Je vais juste faire comme ça. Si vous avez un. Bonjour, désolé pour notre connexion Internet aujourd'hui, ne fonctionne pas super bien. Okay. On se demandait, c'est quoi les appareils qui prennent le plus d'énergie, donc pendant les périodes de pointe, lesquels qu'il ne faudrait vraiment pas utiliser? C'est une bonne question. En fait, là, ça dépend, c'est sûr, à la maison de quel type. C'est sûr que, par exemple, un vieux frigidaire va consommer plus qu'un nouveau frigidaire, mais ça va être tous les gros appareils, laveuses, sécheuses, les bains, douches, ces choses-là, ou, mettons, le four. Donc, juste pas utiliser toutes les choses en même temps. Puis aussi, là, on se dit, des fois, une lumière, ça fait pas de différence, c'est pas si grave, mais seulement une lumière peut faire une différence. Comme nous, si tous les Québécois fermaient une lumière en même temps, exemple, à la centrale de Beauharnois, on a 36 groupes turbines alternateurs, 36 unités où on produit de l'électricité, on pourrait là, en éteindre 12 des comme ça. Si tous les Québécois fermaient seulement une lumière de 100 MW, donc de 100 watts, pardon. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence. Des fois, des petits gestes peuvent faire une grande différence. Donc, c'est pas là de moins consommer, mais des fois de simplement mieux consommer parce que lumière, des fois, si on n'en a pas besoin, pourquoi l'allumer? Donc, c'est plus comme ça. Merci. C'est bon? De rien. Merci beaucoup. Est-ce que la classe de M. Harvey a une question? Oh, OK. Je vois. Si on diminuait notre consommation, est-ce qu'on pourrait alimenter tout le Canada? Dimenter, ça veut dire alimenter? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on diminuait notre consommation, est-ce qu'on pourrait... Alimenter, OK. Alimenter? OK. Ça fait plus de sens. Ouais. En fait, honnêtement, je ne pourrais pas répondre là, à cette question. C'est sûr que nous, moi, dans le fond, on est responsable là, simplement du Québec. Puis, on produit en fait pour le Québec. Nos surplus, on le fait plus pour les États-Unis ou même pour l'Ontario. Mais pour aller alimenter exemple, l'Ouest canadien, du Canada, là, toute la Colombie-Britannique, c'est sûr qu'il faudrait tout amener là, nos réseaux de transport, nos lignes électriques, ce qu'on n'est pas encore là, en mesure de faire. Mais c'est sûr que diminuer notre consommation, c'est sûr qu'on pourrait alimenter plus de régions, évidemment. Mais je sais pas, je crois pas qu'on aura la capacité là, pour alimenter l'ensemble du Canada. Mais c'est une bonne question. Est-ce que, classe M. Harvey, vous avez une autre question avec votre page là-bas?
OK. Quelles centrales produisent la plus d'électricité? Au Québec, en fait, là, c'est dans le Grand Nord. Nous, c'est à la baie James. C'est LG2 qui produit le plus d'électricité. Je crois que c'est 5606 mégawatts. Donc, c'est énorme. Nous, à la centrale de Beauharnois, c'est 1877 mégawatts, ce qui équivaut à 400 000 maisons. Donc, ça, c'est 4 fois ça. Donc, on parle de 1 million, 2 millions de maisons qui peuvent être alimentées par cette centrale-là en termes de production. Excellent, merci beaucoup. La classe de Marie-Pierre, la classe de Marie-Pierre Provencher, est-ce que vous avez une question maintenant? Non. OK. J'ai mal compris la question. C'est tellement bien expliqué comme tout. OK. Merci. La classe de Mme Bourque, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui et non. Oh. Est-ce que vous nous entendez? Assez bien, un petit peu, oui. OK. On se demandait comment, c'est pas la bonne image pour ça, comment vous choisissez les chemins dans les gros, parce que vous avez des plus gros pylônes, comment vous choisissez où est-ce que vous les faites passer? Qu'est-ce qui va faire changer le chemin des pylônes? Pierre, tu peux essayer encore, excuse. Ah oui. En fait, là, le pylône qu'on va choisir dans nos lignes, c'est sûr que ça dépend du sol. On a différents types de pylônes, dépendamment de la fertilité du sol, ou si c'est en termes agricoles ou sur des routes, ou dépendamment. Ça, c'est sûr que le type de pylône va changer. Puis, c'est sûr qu'on va aussi essayer, en fait, selon les infrastructures qu'on a, on peut pas passer là, un pylône en plein milieu d'une route. Donc, on doit là s'adapter selon ce qu'on a sur nos territoires, qu'est-ce qui est déjà présent. Puis aussi, sinon, on va y aller là peut-être avec le chemin le plus court pour se rendre là, à destination où on veut s'en aller. Donc, c'est un peu sur cette mentalité-là qu'on choisit là, pour les pylônes. Excellent, merci beaucoup. On a assez de temps de prendre à moins une autre question. Est-ce qu'il y a une classe qui a une question? Donne-moi le pouce. Non. Non? OK. Et merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était bien intéressant de savoir plus sur l'hydroélectricité qui ne correspondent pas juste au Québec, mais en Colombie-Britannique, en Manitoba aussi. Alors, c'est bien formidable. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais dire juste pour tous les classes de dire un grand merci à Marie-Pierre. Allumez vos micros. On peut faire un grand au revoir et merci. Merci beaucoup tout le monde. Ça, c'est tout pour notre conversation aujourd'hui. Et voilà. Et je vais dire un grand merci de l'unité de cette technologie à toi aussi encore, Marie-Pierre. Et bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bye.